Madame, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée du 18 mars 2022. Il est 9 h, nous serons ensemble jusqu'à 10 h 30 et Mina Abed nous a déjà rejoint. Mina, bonjour. Bonjour Noël. Comment ça va Mina? Ça va. Mina, la belle, quand je te vois en demi-manche, je devine directement qu'il va pleuvoir aujourd'hui. Il va pleuvoir? Bah oui. Eh ben voilà, je t'avais dit la dernière fois, tu devrais souvent te mettre en demi-manche. Et moi, je devrais souvent me mettre en laine. Est-ce qu'hier j'étais en demi-manche? Hier, je t'ai pas vu. Bah non, j'étais pas en demi-manche. Et il a plu. Il a plu un tout petit peu. Peut-être qu'aujourd'hui, il va... Tout petit peu. Une heure de temps. C'était des averses quand même. Bah, une heure de temps. Peut-être qu'aujourd'hui, ce sera toute la journée. Non, un petit peu moins qu'hier. Un petit peu moins qu'hier. Ah, tu nous donneras un peu plus de détails dans un petit moment. Mais avant cela, alors, docteur Fethi Benachno qui est déjà là, on le retrouvera dans un petit moment. Alors, il va nous parler d'un sujet finalement qui est pour nous très anodin. Et pourtant, il est d'une importance capitale. Eh bien, il s'agit de nos vêtements. Donc finalement, nos vêtements, alors c'est vrai qu'on a tendance à vraiment se vêtir ou acheter ce qui nous plaît, généralement, ce qui nous saute à l'œil, et pourtant on ne fait pas très attention à la qualité, ni de nos vêtements, ni de nos sous-vêtements, et justement c'est le sujet auquel va s'intéresser Dr Fethi Benachno aujourd'hui, parce que justement la qualité du tissu de nos vêtements peut être vecteur. Acheter du coton, hein, du coton, voilà, du coton, et on est sûr, pas de parasites, pas de champignons, pas de justement, pas d'allergie. Justement l'avis du docteur sur ça. On prendra l'avis du docteur sur ça. En tout cas, c'est ce qu'il a dit ce matin. Il a dit coton. Voilà, coton. Mais sinon, on ira aussi du côté de l'université de l'USTHB, Babzouar, où il va se dérouler jeudi prochain, le 24, un très bel événement. C'est déjà un événement d'une envergure internationale qui sera donc organisé par les étudiants donc, du club Project Initiative. Et ça va se passer donc jeudi prochain. Il s'agit du TEDx. Ça te dit quelque chose? Un petit peu. Je préfère avoir plus de détails. Alors, le TEDx, c'est un événement très intéressant où on invite généralement des personnes, ça peut être des personnalités, ça peut être des personnes vraiment quelconques qui ont pu surpasser, j'ai envie de dire, une difficulté particulière, où ils ont réalisé un projet particulier. Ça, et lors de ces conférences, justement, l'objectif, c'est vraiment d'impacter positivement le comportement donc, des jeunes et de la société d'une manière générale. Ça sera ouvert au public? Pardon? J'espère que ça sera certainement. Déjà l'année dernière, ils ont fait un événement plutôt public. Cette année, ça va être à l'intérieur de l'université. Donc, on aura un peu plus de détails en leur compagnie. Super. Voilà. Mais sinon, on ira du côté aujourd'hui du sud, particulièrement en Tassili Nadjer, où nous allons passer en compagnie de notre invité 6 jours. Impeccable. 6 jours, tu sais pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, elle a écrit un livre après qu'elle ait passé 6 jours justement sur le plateau du Tassili Nadjer. Alors, il faut dire que lorsqu'on lit ce livre, on a juste l'impression que nous sommes sur les pas de Jules Verne. Jules Verne, lui, donc, il a parlé un petit peu on va dire, du grand essor de la science au 19e siècle, n'est-ce pas? Et là, justement, c'est un peu très descriptif. Donc, c'est vraiment, comme elle le dit si bien dans sa préface ou dans son préambule, dans son préambule, que c'est pas vraiment un livre scientifique, mais un livre très descriptif. Donc vraiment, on fait un petit peu connaissance avec les espèces végétales, les espèces, la faune, la flore, et puis surtout, mais aussi surtout, on va dire la diversité des gravures et des peintures rupestres. Oui, voilà. Super. Voilà, il faut dire qu'aussi le Tassili Nadjer, c'est... Elle a eu de la chance alors. Voilà, elle a eu de la chance. C'est l'une des merveilles de l'Algérie, classée patrimoine mondial par l'UNESCO en 1982. Nous terminons l'émission aussi avec un champion, donc un champion d'un triathlon qui s'est déroulé le 26 février dernier. Donc c'est un triathlon qui s'appelle Half Ironman. Ça te dit quelque chose? Ça me fait peur. Ça doit être quelque chose de super extrême. Alors tu devrais, parce que justement, pourquoi Half Ironman? Parce que cette discipline est, si tu veux, c'est une discipline sportive qui est classée parmi les disciplines les plus extrêmes en Algérie. D'où le nom, effectivement. Donc le jeune, il a 24 ans, il est donc primé, il a été le premier. Donc lors de ce triathlon, tu sais que l'une des épreuves, il a pu parcourir ou nager 2,5 km dans une eau à 12 degrés. Pourquoi?
Pourquoi Pourquoi l'ADEP? Tu as vu pourquoi faire ça? Et sur le plan santé, il nous dira, docteur Fatih Benache, tout à l'heure, que ça aura que de bons impacts. Voilà donc pour le menu de cette matinée. Et on aura un peu plus de détails donc, sur les nouvelles du ciel, puisque Mina Abed est en demi-manche et nous avons un athlète qui nage à 12 degrés. Donc on verra hein, comment on pourra déjà organiser notre journée avec les températures d'aujourd'hui, mais ce sera juste après cela. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et voilà, et Mina est toujours parmi nous. Alors Mina, Oui. les nouvelles du ciel, Ah, d'accord. les températures, il va pleuvoir. Je suis en train d'entendre les températures, c'est incroyable. Je suis en train de que ça. Je sais justement. Que ça, que les températures. Mais non, sois patiente. Le jour de la reine, je le suis. On dirait pas. Depuis hier. Ah, t'attends les températures de Internet, y a pas de souci. T'as Eh, les températures. oui, mais Internet, d'accord, c'est Internet, tout ce que tu veux, mais quand c'est toi, c'est autre chose. Je sais pas, peut-être. Écoute, on va voir. Allez, vas-y. Tu me diras. Allez, vas-y, Ok. c'est à toi. Surtout que t'es en demi-manche. C'est magnifique. Non, ça va, il fait pas trop froid. Non, il fait Non, il fait pas il trop fait froid. Et ce sont des températures quand même saisonnières. On est au printemps. Oui. Enfin, bientôt Ça commence, un peu hier. ça Donc, commence. 3 jours, 3-4 jours. Ouais, à peu près. Voilà. Ça commence. Voilà. D'accord, tu nous donnes un peu plus de détails? Oui, si avec C'est ta bon. permission, s'il te plaît. Avec plaisir. Merci. J'attends que ça. Très gentil. Allez, vas-y, c'est à toi. Merci. Bonjour à tous, excellent réveil. Le taux d'humidité pour ce matin, désolé, non, mais il dépasse les 80% sur l'ensemble des régions. Bien ressenti. Oui, on l'a très très bien ressenti. Alors pour aujourd'hui, hein, ça va un petit peu se calmer avec un ciel nuageux cette fois-ci hein, par rapport à hier. Nuageux sur l'ensemble des régions nord avec des pluies un peu plus marquées hein, sur les régions côtières ainsi que sur l'intérieur centre et est. Sur les régions sahariennes, on mettra des passages nuageux avec quelques pluies éparses sur la Saoura, le Nord Sahara, les oasis et le Sahara oriental et puis un ciel dégagé à partiellement voilé sur le reste des régions sahariennes. On notera de fréquents soulèvements de sable, notamment vers l'extrême sud, le Hégard et le Tassili. Les températures de cet après-midi, eh bien on y vient, Nord, 16 degrés à Alger, ça va, pas trop froid. 14 degrés à Tizi Ouzou, 20 degrés à Annaba. Ouais. Satisfaite? Oui, Ah ben, parfaitement. super. Très bien. Parfaitement, d'autant plus qu'on va avoir des pluies, donc ça va de soi. Oui, Ça va, c'est impeccable. Alors, minimum de 8 degrés, Djelfa, 9 degrés à Al-Bayad El Ama, 22 degrés, Hassim Saoud Ghardaya, 19 à Béchar, 26 Tindouf Adrar, 28 In Salah et enfin 34 degrés à Bortuati Mokhtar et In Kazam. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. Eh bien, on notera une mer très agitée à l'ouest et à l'est. Agité sur le centre, avec des vents entre 30 et 50 km/h à l'ouest du pays, entre 10 et 30 km/h sur le centre, et enfin entre 40 jusqu'à 60 km/h vers les côtes est. On passe tout de suite à l'Afrique du Nord pour cette journée. Eh bien, on aura un ciel dégagé au Caire, Khartoum, peu nuageux à N'Djamena, dégagé également à Niamey. Côté Mercure, on notera 23 degrés à Tripoli, 22 au Caire, 38 à N'Djamena et enfin 41 degrés à Niamey. Encore une fois, excellente matinée. Et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. En tout cas, avec 16 degrés, même avec 16 degrés, je nagerai pas. Bah non. Certainement pas. Non. Ah non. Trop d'humidité. Surtout pas. Trop froid. Désolée, mais trop froid. Trop froid, mais elle reste quand même en demi-manche. Hein. Franchement, Ben oui, oui. c'est pas la même chose. Non. Bah non, j'ai mon petit gilet qui m'attend. Non. Oui. Non, c'est pour t'induire en erreur. C'est pour ça que je me suis mise en demi-manche. Là, c'est réussi. C'est réussi? C'est réussi Bah voilà. en tout cas. C'est réussi. Super. Mina, merci beaucoup. Merci Noël. On se retrouve tout à l'heure, Mina, après Journée télévisée du midi, Avec plaisir Après, pour mon c'est les café. 19 heures. Merci de m'inviter. à 10h30 pour le café. Oui. مرحبا بك à tout moment. Bah je sais. مرحبا بك à tout moment. Bah, heureusement, hein. Et heureusement, Heureusement. exactement. Donc 10h30 pour le café. Exactement. Midi pour un peu plus de détails. Un peu plus de 19h détails. encore plus de détails. Exactement. Et demain à partir Et de demain. 9h. Avec plaisir. Et voilà, merci beaucoup Mina. Merci à Donc toi. à tout à l'heure. À tout à Et on te laisse partir avec une belle chanson, une très belle reprise donc du répertoire du patrimoine musical algérien Haramtou Bik Nouassi, qui est cette fois-ci interprétée par Marie Mahdi.
حرمت بك وعاسي أميرة الرياح حرمت بك نعاسي أميرة الرياح وبحت بك ناسي وسرت لك غلام وسال دمعي كاسي عشت بلا طعام الوحش دار عليا وبعد عني المسار الوحش دار عليا وبعد عني المسار حين تصفر العشية نتفكر الديار حين تصفر العشية نتوحش المسرات نتوحش الحبايب خوفي من الرقيب نتوحش الحبايب خوفي من الرقيب ويمسى قلبي دايم من شدة اللهيب يا جملة الحبايب راني وحدي غريب حبي عمل هدية ورماني القفار حبي عمل هدية ورماني القفار حين تصفر العشية نتفكر الديار يا ربي توب عليا وبعد عني الغيار حرمت بك نعاسي أميرة الرياح حرمت بك نعاسي أميرة الرياح وبحت بك ناسي وسرت لك غلام وسال دمعي كاسي عشت بلا Et voilà, c'est une très belle interprétation donc de Myriam Mahdi. Il s'agit donc de la chanson Haramtou Bik Nouassi. Et docteur Fathi Benachnou est déjà parmi nous. Docteur, bonjour. صباح الخير. Comment ça va? Ça va. La baisse? Après حرمتوا لي نعاسي. Je crois que vous avez rêvé. J'espère que ma harramnash عليك النعاس quand même un vendredi matin. Non, pas du tout. Je suis très Matinal, de toute mais couche tôt. Couche tôt. Le soir, ne me cherchez pas. L'hygiène de vie, ben oui, on en parle chaque vendredi. Non, mais c'est automatique parce que quand vous bougez dans la journée, vous avez. C'est un moment où le cycle nictéméral, ça s'appelle, et des trucs. Ah, ben La voilà. santé, vous savez qu'elle est. Pour assurer une bonne santé et qui vous permette de participer à la vie. Et l'important, c'est de participer à la vie. Oui. Et il faut respecter des règles. Dormir et bien s'habiller. Et bien s'habiller surtout. C'est vrai qu'on donne pas beaucoup d'importance à cela, docteur. Hein. Ce qu'on disait avec Mina Abed il y a quelques instants, c'est vrai que lorsqu'on va pour faire du shopping, on va dire, on achète ce qui nous plaît, mais sans pour autant penser à la qualité. Et pourtant...
tout ce qui brille n'est pas or. Effectivement. C'est une maxime classique. Non, 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 c'est très, très important. Les vêtements, l'être humain, c'était pour s'adapter à l'environnement, à la température, tout ça. En hiver, il fallait se protéger. C'est pas comme les animaux qui, eux, ont des fourrures, ont des trucs très... Et ils ont un système de régulation de température aussi propre à eux. Température, très bien, il y a beaucoup de choses. L'être humain a été obligé de s'adapter. Il a mis d'abord, il a sacrifié les bêtes et mis les... Et avec le temps, ça a évolué. Ça se fait toujours, hein. Comment? Ça se fait toujours. Ah, je crois qu'il y a Brigitte Bardot, une adepte. Ah bah... Non, non, c'est vrai, mais c'est la nature. C'est faire quelque chose gratuitement, dans le sens où, mais l'être humain, il est en haut de la chaîne alimentaire, c'est lui qui... Donc on a été obligé obligé bien sûr, pour se protéger, pour pouvoir vivre, pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire de la culture, on était obligé de porter des vêtements en fonction des saisons. Oui. Mais on a, les dernières années, disons depuis 1945, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ça a commencé à y avoir de l'anarchie. Et surtout sous forme poussée et aidée par des découvertes scientifiques. Par exemple, le nylon. Le nylon, il y avait des plantations de coton et qui ont périclité parce que c'est la meilleure matière pour les vêtements, mais il y a eu le nylon. Le nylon qui était de prix bas, c'est-à-dire adaptable à tout le monde. Et deuxièmement, on le travaillait. Et c'est bien ce que vous avez dit quand on fait des magasins, le travailler, mettre des couleurs, ça c'était, et toujours à des prix bas accessibles. Mais, le corps humain, surtout la peau, notre peau n'est pas inerte. Notre peau, il y a de la sueur, elle chauffe, beaucoup de choses. Et le nylon, c'est comme si vous mettiez un sac de plastique qu'on trouve pour acheter, vous le mettez au niveau de votre tête. Il ne faut pas le faire, il faut surveiller les enfants parce qu'ils s'asphyxient. Au bout de quelques secondes, d'ailleurs on l'a revécu avec le masque protecteur, il y a de élévation de la chaleur et surtout élévation de l'humidité, la brume qu'on avait sur les lunettes, tout ça. Alors là, je vais commencer par le bas, c'est-à-dire par le bas. C'est-à-dire que ça, c'est le plus important. C'est le plus important. C'est le plus important. C'est les pieds. D'ailleurs, c'est le secret, on va dire, de la longévité des Chinois et des Japonais, des Asiatiques d'une manière générale, parce que c'est la partie du corps qu'on prend le plus en considération. Et je plains les Chinoises, parce qu'elles devaient, tout en étant jeunes, porter des trucs et ne pas les enlever, ou je ne sais pas trop quoi, mais c'est atroce, c'est atroce. La régie fait toujours les bonnes choses, sincèrement, techniquement, ils sont au point. Par exemple, regardez les chaussettes, qu'on a tendance, on trouve les chaussettes en Algérie, sur les trottoirs, sur les trucs, de très mauvaise matière, alors que c'est un vêtement, moi je le dis comme c'est un vêtement extrêmement important parce qu'il protège les pieds. Les pieds, c'est important. Je découpe pas le fil à couper le beurre. Mais on a de très, très graves maladies, à savoir l'eczéma, surtout les champignons. Et ça, c'est quoi? C'est quand on se gratte entre les doigts des pieds et tout ça, c'est atroce. Et ça peut, surtout chez les diabétiques, tellement que ça démange, on altère la peau, ce qui fait, on trouve une porte d'entrée aux microbes et bonjour les graves dégâts. Il y a aussi, ce sont des matières chimiques, comme on l'a dit, c'est des matières chimiques et notre corps réagit. Cette façon de se gratter, tout ça, c'est une réaction allergique à un produit chimique. Le E, je ne sais combien, tout ça, les industriels connaissent ça. Donc vous voyez que les chaussettes, c'est des trucs extrêmement importants. Vous voyez. Alors justement, docteur, c'est extrêmement important. Vous avez dit, on les trouve un peu partout, donc sur les trottoirs, dans les étalages, dans les marchés, etc. Mais il faut dire que si la population généralement va vers ce genre de produits, c'est aussi par souci économique, parce que il faut dire que
malheureusement, on va dire, il y a inversement au paradoxe, on va dire, de la logique d'une manière générale, parce que tout ce qui est de qualité semble être très cher pour certaines bourses. Très bien ce que vous avez dit, la qualité. Non, on a orienté l'économie, le commerce, pas uniquement en Algérie, parce que maintenant le commerce est mondial. Et vous devez suivre. Oui. C'est cette façon-là. On a orienté d'attirer le simple citoyen, le simple kidam, par des bons prix, mais au prix de sa santé. Et c'est très bien. Si vous achetez des chaussettes, c'est ce qu'il faut dire aux gens. Si vous achetez des chaussettes à bon prix, ok, d'accord. Mais vous savez qu'il y a des gens, et je vais en parler au niveau des sous-vêtements féminins, vous savez qu'il y a des gens qui payent 100 fois le prix pour se soigner de médicaments. Effectivement. Donc, les gens doivent comprendre. Il vaut mieux acheter, moi je le dis, je le fais, une paire de chaussettes, laver régulièrement, et la sécher et les mettre, et surtout, l'hygiène des pieds. Ça, c'est pas parce que je mets... il faut l'hygiène des pieds, et ensuite acheter des chaussettes de bonne qualité vis-à-vis de ma santé, pour éviter, parce que ce qu'on appelle les mycoses, les champignons, ça a tendance à augmenter. Alors les chaussettes, et bien sûr les chaussures, ça va de soi. Très belle image, très belle image. La mode, comme vous dites, la mode actuelle, c'est de porter des chaussettes. C'est une mimétisation, c'est-à-dire surtout chez les garçons, on a vu des publicités de marques de chaussures qui a pour objet un célèbre footballeur, un célèbre sportif, et ils disent, les gens s'identifient inconsciemment à cette paire de chaussures. Mais excusez-moi, la paire de chaussures que porte ce footballeur internationalement reconnu, premièrement, il l'a gratuitement, et elle est faite spécialement pour ses pieds. Vous savez que maintenant, moi j'aimerais qu'en cadre de la santé publique, que l'université de médecine forme des podologues en Algérie. Vous savez que... C'est vrai que c'est une spécialité qui n'est pas très répandue. Pas très répandue, on en a besoin. Notre université est figée. Vous savez que maintenant, le pied, si vous avez les données pour le pied, voilà, c'est un eczéma catastrophique et qui semble s'infecter. Vous savez que le pied, c'est une technologie, une haute technologie avec des machines spéciales et on aimerait que des podologues existent en Algérie, des spécialistes du pied. Parce que le pied peut avoir des déformations à cause de chaussures mal adaptées. Vous voyez ces fils en aiguille. La santé publique, c'est pas de venir parler aux gens de la dernière trouvaille, l'injection, ou je sais pas trop quoi, le médicament, ou les mutations génétiques et tout ça. Non, la santé publique, c'est et on doit développer ça, c'est l'information telle que celle-là. Regardez des pieds, regardez ça, c'est des allergies, et derrière tout ça, c'est à cause d'une chaussette, à cause d'une chaussure. Mais regardez la prise en charge médicale après. Oui, effectivement. Ça coûte très cher, les médicaments coûtent très cher, alors tout coûte très cher. Et je reviens à ce que vous avez dit, il vaut mieux que j'achète parce que le prix est bas et tout ça. Deuxièmement, j'aime au début, vous avez parlé, quand on fait les magasins, on est attiré par, oh regarde, c'est beau, voilà. Ce rose, il est beau, des trucs, non, s'il est rose, c'est parce qu'on a utilisé un colorant. Oui. Quel type de colorant? Pourquoi? Alors que le Maghreb, en Algérie, au Maroc et en Tunisie, on savait utiliser les colorants naturels. Pourquoi les autres? Voilà, pourquoi on n'utilise pas ces choses? Maintenant, j'aimerais venir à ce qui est plus important, qui donne de graves dommages, les sous-vêtements, surtout les sous-vêtements féminins. Mais avant, j'aimerais parler des sous-vêtements chez les garçons, les garçonnets. Vous savez que vous pouvez rendre stérile votre enfant, votre garçon, parce qu'il y a les testicules qui doivent être... Regardez, la nature, le bon Dieu fait bien les choses. D'abord, ils sont au niveau de l'abdomen, les testicules. Et au moment de la naissance, ils doivent descendre parce que la température, les testicules doivent être à une température agréable.
tout ça. Au moment de la naissance, il y a, et là on prévient les mamans et les parents, il faut toujours surveiller. Une maman doit toujours laver, prendre le bain de son enfant et connaître l'anatomie de son garçon. C'est la maman qui doit. S'il n'y a pas on appelle ça une descente des testicules, c'est très dangereux et risque de les détruire par la chaleur. Il faut à ce moment-là une intervention, tout ça. Et on a remarqué que on place souvent les garçons, surtout les garçons qui sont chez des nourrices. Et les nourrices ne déshabillent pas l'enfant, ne lui font pas prendre son bain. Je crois que c'est le rôle de la maman. Je reviens aux sous-vêtements, surtout féminins, au niveau des soutiens-gorge. C'est comme les chaussettes. Moi, je vois des piles comme ça de soutiens-gorge, des trucs qui sont de très mauvaise qualité, dangereux et utilisant des colorants. Alors, on a très souvent, et beaucoup de femmes vont comprendre ça, l'armature du soutien-gorge. L'armature, c'est-à-dire le truc de fer qui entoure le soutien-gorge, qui soutient, et il est plaqué contre le bas du sein, et vous avez de ces plaies atroces, qui s'enfoncent à cause Il y a un autre problème chez les femmes par rapport au soutien-gorge, docteur aussi, c'est la période pendant laquelle elles portent un soutien-gorge. Parce que normalement, c'est une période réduite et on se retrouve quand même, particulièrement chez les adolescentes, à porter un soutien-gorge 24 heures sur 24. Voilà. C'est ce qui va encore aggraver la situation. Très bien. Vous voyez que le vêtement est important et le sous-vêtement aussi. Chez les garçonnets, vous allez annihiler leur futur de stérilité. Par exemple, chez les jeunes filles. Et c'est là, ça doit être dans les UDS, les unités de dépistage et de suivi. C'est faire de l'éducation sanitaire et aller expliquer aux jeunes filles l'importance d'un soutien-gorge, le tissu, le changer. Il faut qu'il soit extrêmement propre, hygiénique, et même quand on lave, il ne faut pas laver avec le savon en poudre et tout, c'est comme les langes des bébés. Donc vous voyez que c'est extrêmement important. Nous avons aussi au niveau des slips, au niveau de l'aine ici du pied, vous avez quand c'est en nylon, quand c'est des produits chimiques qui ont permis, et hélas, notre marché quotidien, les marchés, ce qu'on appelle populaires. Et c'est toujours cette idée de c'est pas cher, je vais acheter, mais c'est comme les aliments, c'est extrêmement dangereux et il faut expliquer aux gens pour faire face à cette anarchie dangereuse pour la santé de ces vêtements que l'on trouve, et surtout les jeunes, filles et hommes, filles et garçons, qui portent quotidiennement, c'est à la mode, des chaussures de sport, qui imitent les grandes marques, je ne vais pas les citer, mais par identification, la publicité, il se dit, tiens, tel joueur il porte ça, moi si je porte ça, Autre chose, nous avons les survêtements. Par exemple, comme les survêtements que portent les sportifs, c'est de la haute qualité, ça préserve leur santé, tandis que ceux qu'on trouve dans les rues, dans nos rues, c'est des sous-vêtements fait en nylon qui justement favorise le développement de la chaleur et de l'humidité et de développer des maladies, des gens qui se grattent, des trucs comme ça. C'est à cause de ces vêtements, à cause Je crois qu'il faut, moi la règle, il vaut mieux, premièrement, je ne sais pas ceux qui nous écoutent et qui nous voient, est-ce que c'est eux qui sont concernés? Peut-être eux peuvent se payer des articles. Mais maintenant, chaque semaine en Algérie, il y a des marchés populaires, il y a des marchés hebdomadaires. C'est vers ces gens-là qu'on doit leur expliquer. Regardez, ça c'est... Merci la régie, c'est très important. Même les savons qu'on la lessive, utilise, effectivement. la lessive est très importante. Elle peut donner une irritation. Avant, les mamans, les langes de leur bébé, c'est des morceaux de tissu en coton qu'elles lavaient elles-mêmes et c'est pas ce renouvellement. Maintenant, on voit des couches par terre, sur le trottoir. Je crois que si on s'enfonce
dans cette, voilà, dans cette permissivité et tout ça, c'est dangereux. Et n'oubliez pas qu'avec l'urine des enfants, la couche de trémois, ça favorise, c'est une catastrophe, c'est une souffrance et c'est une atteinte à la santé. La santé, vous voyez que c'est ça aussi. C'est pas de parler de la dernière trouvaille de technologie que seuls les gens du métier comprennent. Il y a une autre, toujours dans cette même lancée, docteur, il y a une autre idée reçue, j'ai envie de dire, qui est par rapport au tricot de peau. Donc on se dit, c'est pas grave, je peux mettre n'importe quelle qualité de tissu, je peux mettre n'importe quel vêtement, il suffit de mettre un tricot de peau, ça va absorber toute la sueur et donc ça va me protéger. Ça aussi, ce sont des idées reçues à combattre, j'ai envie de dire. Oui, moi, une idée reçue, comme vous le dites, à juste titre, une idée reçue, c'est à combattre. Oui. C'est à combattre par l'éducation sanitaire. Pas en tenant un discours qui vole très haut au-dessus de la tête des gens, digne d'un congrès de génétique ou je ne sais quoi à Los Angeles. Non, c'est de parler de ça, c'est faire face à ces questions-là. Et c'est ça qui vous permet. Parce que ce sont des atteintes à la santé, qui est un état de bien-être physique, mental et social. Le bien-être est perturbé. Ensuite, il y a une atteinte physique et socialement. Ça coûte très cher. On devrait faire des études sur ces dépenses que l'on a. L'impact économique. L'impact économique à cause des vêtements que l'on trouve en nylon, de bas niveau, de background, tout voilà, mais sinon, docteur, il faut dire aussi que toutes ces allergies, par exemple, parfois elles sont instantanées, donc c'est vrai qu'il suffit qu'on porte un linge très vite, tout de suite après on peut avoir des réactions allergiques, mais sinon il faut dire aussi que ces allergies, on peut les développer avec le temps. Donc ce n'est pas parce que j'ai mis toute ma vie du nylon que je vais dire c'est pas à cause de ça. Il y a ce qu'on appelle des allergies immédiates, c'est une réaction immédiate, il y a des allergies retardées. Je me souviens, il y a Texaha, j'étais de garde, je reçois une femme avec un pied délabré. Il y avait des suintements, des écoulements, tout ça, et elle me dit, c'était après l'Aïd, je ne sais pas l'Aïd Saïr ou là, elle avait acheté une paire de claquettes, blira, je le dis en arabe, une paire de blira. Quand elle m'a plu, elle était d'un rose, je ne sais pas trop quoi. Quand il m'a regardé ce que m'a fait cette blira, et il y avait les lésions portaient la trace de la blira. Le pied, c'était la trace. Donc vous voyez que il faut réfléchir, il faut synthétiser, il faut intégrer notre réflexion. La santé, c'est la vie quotidienne d'abord. C'est les bliras que j'achète, c'est les tricots de peau que j'achète, et vous avez des allergies, comme les femmes avaient des allergies très graves infectées sous le sein, il y a des hommes qui ont le long de... et ensuite, regardez, c'est vicieux, c'est diabolique. Vous savez que quand la sueur ne sent pas, la sueur n'a pas d'odeur. Mais quand il y a cette histoire de confinement, il y a des germes, les germes, il y a une macération, on appelle ça, ça donne l'odeur, une mauvaise odeur. Je sens la sueur. On ne sent pas la sueur, c'est à cause de vos vêtements, ça c'est très... Et regardez, ça entraîne une autre dépense, ce qu'on appelle les déodorants. Les déodorants. Et avec des trucs une autre catastrophe aussi. Et une autre catastrophe. Non, je crois qu'il est temps, et je suis fier et je remercie Canal Algérie de pouvoir décortiquer cette cascade de comportements et surtout de commerce où on doit réfléchir quel type de commerce. On ne doit pas être, comment on appelle ça historiquement, un comptoir où tout le monde... Moi, c'est étonnant, quand je vois des piles de soutien-gorge à Kaya, des fois ils sont immenses, je me dis, c'est pour qui? Donc, mais je me dis, celui qui va porter ça, celle qui va porter ça, c'est dangereux. Les chaussettes, les chaussures de sport qui sont à gogo, vous voyez des magasins immenses, mais ils ne représentent aucune sécurité au point de vue santé, au point de vue eczéma, au point de vue... Et les champignons, c'est pas facile. C'est très long à soigner. C'est pénible. C'est pénible. Ça peut entraîner des effets secondaires sur le foie, le fait de prendre des médicaments sur le foie.
et regardez la catastrophe qu'il y a. Je crois qu'il faut y mettre fin et tenir compte de la santé publique. C'est la vie de tous les jours des gens. Comment est-ce qu'ils s'habillent, comment ils mangent, des tas de trucs. Et ben voilà. Et donc on clôture sur ça encore une fois. Donc il faut vraiment faire très attention à la qualité du vêtement. On a vu, donc ça peut donner encore plusieurs maladies, plusieurs pathologies. Merci beaucoup, docteur, encore une fois, d'être revenu sur cette thématique qui nous paraît anodine et pourtant. Je n'aime que toi. Non, moi aussi, je vous aime beaucoup, docteur. Et je remercie la régie qui est vraiment, qui accompagne d'une façon très professionnelle les thèmes. Ça, c'est important. Ah ben voilà, on fait du visuel d'abord. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Donc on se voit vendredi prochain, Inch'Allah, pour une autre thématique. Et on continue. Cette fois-ci, nous allons aller pas très loin. On va aller du côté donc de la cité Confort, là où Samira Hadj Amar nous emmène pour découvrir les œuvres donc architecturales de Pouillon. Et on se retrouve juste après. J'ai voulu que l'esprit monumental entre dans leur vie, dans la vie courante de tous les jours. Voilà ce que Fernand Pouillon, l'architecte devenu algérien par passion, a voulu offrir aux Algériens. En Alger, dans les années 50, son regard, son cœur et son esprit tombent amoureux des vallons qui surplombent la baie d'Alger. Et que voici la cité de la promesse tenue. Pourquoi Pouillon arrive à Alger? Pour résorber tout ce qui est habitat précaire et les bidonvilles. Donc il y avait des bidonvilles, on venait de vivre une sécheresse en Algérie. Les gens sont revenus de l'intérieur vers la capitale, ils ont été dans les bidonvilles autour de la capitale et il fallait absolument, on sentait qu'il y avait une grogne des autochtones et le gouvernement de l'époque savait qu'il fallait faire quelque chose et entre autres de l'habitat social. Donc, dans les années 50, il y avait à la mode Zerfus et tout ce qui était le mouvement moderne, qui se traduisait par une architecture qui était une architecture de bar, dont on peut voir comme exemple le fameux immeuble de Zerfus à la place du 1er mai. De l'habitat social, oui, mais pas n'importe comment. Avec vue sur mer, place, échappée, sculpture d'art, du luxe à la méthode Pouillon. Pouillon est un compositeur de l'architecture. Le mot composition a une consonance un peu classique, mais lui, il le revendique. C'est quelqu'un qui prend tout, qui, comme tous les architectes, ils se nourrissent de tout. Mais lui, il veut garder le rapport à l'histoire. Et le rapport à l'histoire, c'est que la ville médiévale est faite de places, de placettes, de rues, de ruelles, d'escaliers urbains, de passages urbains, de portes urbaines. Et on retrouve tout ce langage dans son architecture et dans ses cités d'habitation. Du langage de la pierre à la céramique, en passant par la couleur du carreau de faïence, c'est tout le génie créatif qui s'est mis en branle pour Confort le bijou. Il y a aussi ce rapport et ce mariage, on devrait dire, entre la céramique qui se traduit par à la fois des carreaux de faïence, à la fois des petits détails de claustrat, à la fois des pavements. Donc il y a toute une diversité du langage de la terre cuite au niveau de l'architecture de la cité Deir el Mahsoul. Il a employé des artisans des années 50, mais post-indépendance, il y avait évidemment Boumehdi qui, dans cette cité, a refait tout ce qui est le minaret, donc de l'église transformée en mosquée. Et même la couleur de la faïence qui est sur le minaret, c'est un bleu d'Ispahan que Boumehdi a pris énormément de temps à trouver la couleur. Le génie de l'architecte de 2 millions de kilomètres carrés en Algérie ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a conçu un habitat tout équipé, avec respect du climat, s'il vous plaît. Pouillon s'arrangeait toujours avec la même enveloppe pour essayer de rajouter un plus. Autrement dit, pour la Deir el Mahsoul, il y a le marché, la place du marché, il y a le téléphérique, il y a tout ce qui est locaux techniques, toute la chaudière est placée donc sous les arcades que vous avez derrière et qui permet donc de mettre à disposition chauffage et eau chaude à tout le réseau de toute la cité. C'est ça qui est quand même un plus et qui est un exploit aussi assez technique pour l'époque. Sans oublier que les appartements étaient équipés d'une petite cuisine, mais équipés. Donc il y avait la cuisinière, le réfrigérateur
Et c'était donc pour l'époque assez précurseur. Sa technique, son œuvre, a fait que Pouillon s'est inscrit dans la mémoire et l'histoire algérienne. Qu'on en était au bâti. Donc avec Pouillon, quand on parle de composition, il y a une variété, une diversité du bâti. Si vous faites attention, les bâtiments n'ont pas la même hauteur. Déjà, quand ils sont posés au sol, il y a une différence de terrasse, mais même au niveau du skyline, il y a des bâtiments hauts, des bâtiments plats, il y a des bâtiments tours, comme la tour que vous avez derrière moi, et il y a les autres bâtiments qui ont aussi des formes en L, en U, et qui emprisonnent justement un espace pour pouvoir entourer le vide. Et d'où l'idée de la fameuse place aux escaliers, donc la fameuse porte de la mer, avec la perspective sur la mer, mais qui est malheureusement obstruée par l'abri poubelle. Un dernier mot pour parler d'un bâtiment emblématique de la cité, c'est le bâtiment des architectes. Sur le plan masse que vous aurez de Deir El Mahsoul, vous pouvez repérer un bâtiment carré avec une cour et un balcon filant. C'était un bâtiment fait pour les architectes pour permettre la convivialité dans la cour et pour permettre la balade sur tout le balcon qui en fait ceinture le bâtiment. Donc c'est un bâtiment assez intéressant à visiter. Voilà, c'était donc un reportage de Samira Hadjamar qui, elle, est revenue sur les œuvres de Pouillon et c'était au niveau de la cité Confort. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à un événement qui va se dérouler jeudi prochain, Inch'Allah, le 24 au niveau de l'USTHB et c'est un club scientifique donc qui l'organise, représenté ce matin par Kella Ido. Bonjour Kella. Bonjour madame. Comment merci. ça va? Ça va. Kella, c'est très joli. Merci beaucoup. C'est la première fois que j'entends parler de ce prénom et ça veut dire quoi? Merci. Ça veut dire Sotra. Sotra. Ah, oui. C'est joli. Et c'est un nom typiquement algérien. D'accord. Oui. Mais c'est magnifique. Merci beaucoup. Alors Kella, vous êtes secrétaire générale du club Project Initiative et vous êtes aussi chef de projet de TEDx USTHB. Et parmi nous également Rahay Wassim. Wassim, bonjour. Bonjour, Wassim, bonjour, je connais. merci. Ah, oui. Alors Wassim, c'est un mot arabe qui veut dire beau. Vous portez bien votre prénom. Merci, merci. Alors Wassim, vous êtes membre du club. Oui, je suis membre du club. Membre actif du club. Membre actif du club. Donc, le 24, donc jeudi prochain, Inch'Allah, vous allez organiser votre événement. Donc, ça reste quand même un événement d'envergure internationale ou de renommée internationale. Avant de parler donc de cet événement, votre club en quelques mots. D'accord. Alors, on fait partie du club universitaire Project Initiative Club. C'est un club universitaire à caractère entrepreneurial. C'est un club déjà, il est un club culturel et non pas scientifique. Voilà, donc il peut, enfin tout le monde peut nous rejoindre. Ça va de soi. Culturel, non pas scientifique, mais ça va de soi. Finalement. Oui. Alors, je disais que notre club offre l'opportunité que tout le monde peut nous rejoindre. D'accord. Alors que les autres Quand vous clubs, dites tout le monde, c'est-à-dire tous les autres clubs, les étudiants, les autres universités. Les étudiants de l'USTHB, D'accord. avec tous leurs niveaux, avec toutes leurs spécialités, ils peuvent nous rejoindre. Nous, en tant que club universitaire Project Initiative, on travaille à introduire l'étudiant dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde du business, et afin de compléter la formation académique de l'étudiant. Ça, c'est notre but principal du club. Alors, on peut dire que c'est un but quand même qui vous permet de vous préparer au monde professionnel finalement. Vous, déjà les membres du club, mais aussi tous les adhérents. Oui, exactement. Nous, on essaie de familiariser nos adhérents et de les aider à entrer dans le bain, quoi. On me dit vous êtes anglophone, allez, vous pouvez parler en anglais, il n'y a pas de problème. On essaie de les mettre dans le tas. Vous faites la traduction. Exactement. D'accord. Plutôt, on essaie de les mettre dans le tas. Déjà, dès qu'ils arrivent, on essaie de les aider à se familiariser, à simplifier d'ailleurs le monde du business et de l'entrepreneuriat pour eux, afin de devenir des chefs d'entreprise compétents plus tard. C'est ça le but de notre club. Voilà. Exactement, des leaders de demain. Les Tomorrow Leaders, voilà. Et le but, c'est de devenir le meilleur club
influents d'Algérie. Voilà. Allez, Et surtout à travers l'événement que vous allez organiser, parce qu'il est connu quand même par être un événement d'influence positive, on va dire, n'est-ce pas? Donc il faut dire que vous n'êtes pas à votre première expérience avec le TEDx. Oui, on a eu l'année dernière une expérience avec TEDx Babzouar. C'était un événement qui s'est tenu dans le mois de février dernier. C'était un événement hybride parce que malheureusement on n'a pas pu organiser l'événement totalement présentiel, parce qu'il y avait Covid, etc. Où il y avait on a invité des speakers qui sont venus parler de différents sujets. On a parlé d'entrepreneuriat, on a parlé d'études, on a parlé de finances. C'était très constructif comme sujet. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous retenez justement de l'événement de l'année dernière? L'événement de l'année dernière, on a vraiment appris beaucoup de choses, question organisation, question... Surtout l'organisation. Exactement. Ouais. D'ailleurs, avant vraiment d'entamer le projet Tana, l'événement Tana, on fait plusieurs réunions d'abord. Inch'Allah, on a 5 réunions. Mais de rien. C'est plusieurs étapes afin d'aboutir à notre... Parce que c'est très perfectionniste. Exactement. On vise l'excellence, donc il faut vraiment étudier tous les aspects. Et d'un côté, Inch'Allah, c'est meilleur. Certainement. Donc, donc vous avez appris beaucoup de choses par rapport à l'événement de l'année dernière. Donc, donc vous allez appliquer tout cela pour cette année. Il faut dire que l'année dernière, donc c'était un événement plutôt ouvert au public. Cette année, c'est plutôt un événement, on va dire, universitaire. Ce sera un événement universitaire. Ce sera, disons, c'est ouvert à tous les étudiants. C'est un événement sous inscription. On a déjà ouvert les inscriptions. Il y avait tellement de monde et malheureusement répondre à tous les besoins. Malheureusement, on n'a pas pu accepter tout le monde parce qu'il y a un nombre limité avec les nombres de têtes, donc on ne peut pas accepter tout le monde. Mais Inch'Allah, ça sera au niveau de l'ISTHB et ça sera le jeudi prochain. Inch'Allah. Alors il faut dire, donc là, qu'elle vient de nous dire qu'on ne pouvait pas ouvrir parce que déjà, on sait très bien qu'il y a la conjoncture sanitaire qui va avec, mais il y a aussi les exigences de TEDx parce que vous avez eu une licence, c'est ça, donc pour l'organisation. Pour organiser l'événement, d'abord on doit avoir une licence. On doit postuler pour obtenir cette licence et on doit remplir certains critères. Donc c'est pas tout le monde qui peut le faire. Il faut être déjà bien organisé, déjà avoir organisé des événements auparavant, même si c'est pas par rapport à TED. Il faut avoir de l'expérience et vraiment suivre étape par étape toutes les exigences de TED. Voilà. Pour pouvoir organiser un TEDx. Alors c'est facile quand même de suivre toutes les exigences parce qu'il faut dire quand même que c'est des exigences, j'ai envie de dire, draconiennes. C'est ce qui fait d'ailleurs l'ampleur et la réussite de l'événement. C'est un peu compliqué mais ça va, on travaille sur ça. Avec l'expérience, on doit, Inch'Allah, ça va être un très bon événement. Inch'Allah. Et vous êtes encadré pour ça? Je veux dire, vous êtes suivi par les profs, par les enseignants, on est suivi par nous-mêmes en quelque sorte. Par l'université, oui. Là, ils sont là et à nous aider. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais on travaille sur ça. C'est ça qui fait qu'on apprend, qu'on a de l'expérience avec ça. Et déjà, notre club a organisé plein d'événements avant, donc ça... Voilà, vous avez un petit peu d'expérience. Plus de 20 événements auparavant, 50 formations et ateliers. Donc, c'est pas juste une première. Voilà, certainement. Alors, parlons un petit peu de l'événement de jeudi, Inch'Allah. Donc, ça va se passer comment? C'est quoi un petit peu votre programme? Le programme, on aura des speakers, des orateurs qui vont présenter leurs idées et vécus. Alors, les orateurs, les speakers, c'est sur quelle base vous avez choisi un petit peu? Vous avez invité, on va dire? On a essayé d'inviter au maximum des ex-étudiants du STHB. On a on a essayé de rester dans le cadre du STHB, que ce soit pour les speakers ou bien les présentateurs de notre événement. On a essayé de rester dans le cadre de l'USTHB et c'était vraiment d'un côté difficile, mais on avait le choix quand même, parce que l'USTHB est vaste. On n'a pas essayé de les limiter. Question thème, on a essayé de laisser le thème divers, de diversifier un petit peu. Puis il faut dire que l'USTHB a fait sortir de grands noms dans divers domaines quand même. Donc on a essayé de répliquer l'USTHB vu qu'on a plus de 12 spécialités pour les ST au début. Donc, on a essayé de laisser les champs ouverts pour les gens, choisir leur thème comme ils le veulent. D'accord, donc les thématiques sont proposées par les speakers eux-mêmes. Par les speakers eux-mêmes.
ils ont le choix de... Il faut juste qu'ils soient des ex-étudiants de l'ISTHP pour parler surtout de ça. Voilà. Mais sinon, quelles sont les thématiques qui sont proposées jusqu'à présent? Bon, on a une nutritionniste qui va nous rejoindre, Inch'Allah. Elle va parler de healthy lifestyle, comment le healthy lifestyle l'a impacté dans sa vie. On aura, Inch'Allah, d'autres speakers qui vont parler sur leur expérience de vie, disons comment ils ont réussi après leur diplôme, disons, ou comment ils ont créé leur start-up ou leur entreprise. Comment ils ont fait, disons que voilà, c'est ça. Voilà, donc encore une fois, ça va être, on va dire, des messages d'encouragement, des messages plutôt positifs que les speakers vont essayer d'inculquer, de transmettre à tous ceux qui seront présents à l'événement. Exactement, on essaie de motiver, nous les étudiants et notre audience, on essaie de les motiver, de les pousser à faire le mieux de ce qu'ils peuvent. Et on la lune, comme il dit. La lune pour toucher les étoiles. Donc on essaie de les pousser à faire le mieux. Ah, vous avez touché la lune, les étoiles et tout le système solaire. On fonce. C'est à peu près c'est notre motto, c'est notre slogan. On vise l'excellence. Certainement, mais sinon, alors vous avez dit quand même qu'il y a beaucoup d'inscriptions, beaucoup d'étudiants qui voudraient donc assister à l'événement. Malheureusement, vous avez des restrictions, donc vous ne pouvez pas ouvrir à la porte à tout le monde. Mais sinon, vous avez certainement déjà des questions qui se posent de la part des étudiants, un intérêt particulier. Donc, quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent? Quelles sont les attentes, j'ai envie de dire, des étudiants? En vrai, la plupart du temps, on reçoit la question qui sera comme orateur, qui seront là. Et on a essayé de donner l'occasion aux étudiants de choisir leurs orateurs. On leur a donné la chance, ils nous ont proposé quelques-uns. Malheureusement, on n'a pas pu contacter tout le monde, voilà, parce que c'est limité, on aura 8 orateurs. 7 orateurs. Ça va se dérouler sur une journée? Sur une journée, exactement, donc ça sera un peu limite. Mais Inch'Allah, ils vont adorer. Certainement. Mais sinon, qu'en est-il du plan, on va dire, de communication, d'organisation, pour que tout se passe bien? Vous avez une grosse responsabilité. Hein. Allez-y, comme tout le monde, la pression, merci de me rappeler ça. Alors, disons que la communication, majoritairement, on l'a fait sur nos réseaux sociaux, sur Project Initiative Club, Insta et Facebook, et sur TEDxUSTHB aussi sur Instagram et Facebook. On a commencé à communiquer il n'y a pas très longtemps. On a commencé à communiquer nos speakers avant-hier. C'était Monsieur Baba Ahmed, Hicham Baba Ahmed, et hier, c'était Madame une nutritionniste dont je vous ai parlé. Les autres speakers, ils vont être communiqués aujourd'hui et après-demain et ainsi de suite. Au fur et à mesure. Voilà. C'est suspense ou quoi? Un peu. Faut être un peu curieux. C'est une petite stratégie peut-être. Oui. Voilà. Certainement, pourquoi peut-être? C'est une stratégie, voilà. Donc voilà, la communication, elle se fait principalement sur nos réseaux sociaux. Voilà. Très bien, mais sinon, vous, autant qu'organisateur de cet événement, quand même, qui est de grande envergure, on va dire, quelles sont vos attentes? Nos attentes, disons que notre but, c'est d'essayer de faire un petit impact dans notre société, dans notre communauté, et surtout d'aider et d'essayer d'inspirer les personnes qui seront présentes le jour J, surtout. Voilà. On a déjà eu quelques expériences, disons quelques retours par rapport à nos projets. Déjà, disons qu'on a eu des feedbacks, et le feedback qui m'a vraiment touchée, qui m'a vraiment marqué, disons que c'était une fois, on a fait quelques formations de design, c'était le Ramadan dernier. Après, à la fin, une personne nous a contactés pour nous remercier. Elle nous a dit merci beaucoup. C'était grâce à vous que j'ai pu confectionner mon logo et j'ai commencé mon business. Et voilà, aujourd'hui, ça va très bien. Voilà. Alors finalement, c'est ce genre de feedback qui vous pousse à aller de l'avant. Oui, exactement. Nous, on essaie d'aider les gens. Mais quand les gens nous disent qu'ils ont vraiment aimé notre contenu et nos initiatives, bah là, ça nous motive encore plus. Parce que d'un côté, on aide les gens à se motiver. Et eux, ils sont motivés.
nous motive aussi. Donc c'est gagnant-gagnant. Voilà, gagnant-gagnant. C'est une relation de coexistence finalement. Exactement. On ne peut pas vivre sans eux. Et, je ne sais pas s'ils peuvent vivre sans nous, mais bon. Et on leur offre quelque chose de vraiment unique. Parce qu'il n'y a pas plusieurs clubs qui offrent la même chose que nous, le même contenu. Que ce soit dans l'IECHB ou dans l'IECHB. En fait, c'est ce qui est intéressant. C'est vraiment toute cette diversité de clubs que chaque club va donner ce qu'il peut donner et donc ça va compléter un petit peu les actions de diversité quoi. Voilà, de tous les clubs, n'est-ce pas? Exactement, c'est bien ça. À l'USHB on trouve toutes sortes de clubs et vous avez le choix de choisir. Vous avez le choix. Voilà. La possibilité de choisir celui qui vous convient le plus. Voilà, celui qui convient et surtout par rapport aux événements, d'autant plus que ce sont des événements qui permettent donc l'invitation des étudiants à tous ces événements-là, à participer donc à tous ces événements, n'est-ce pas? Eh bien, on vous souhaite une très belle réussite donc, pour cet événement. On rappelle, ça va se passer donc au niveau 2, l'USTHP, jeudi prochain. Le 24 mars. Le 24 mars, Inch'Allah. Ce sera de quelle heure à quelle heure? Ça va débuter à 9h à 16h, Inch'Allah. À 16h. Le programme sera partagé sur nos réseaux sociaux, Project Initiative Club et TEDx USTHP. Donc, vous êtes présents sur tous les réseaux sociaux. Sur tous les réseaux. Sur tous les réseaux. LinkedIn jusqu'à Instagram. Parfait. Ben, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Killa Yidou, vous êtes secrétaire général du club Project Initiative. Vous êtes de projet TEDx USTHP. Rahaï Wassim, vous êtes membre actif du club. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Merci beaucoup et très belle continuation, une belle réussite pour le prochain événement. Et cette fois-ci, nous allons aller du côté du sud, particulièrement à Taman Rasset, et ce sera en compagnie de Lamia Boudbouda et on se retrouve juste après. Sur le chemin menant vers l'Ascrem, on peut se faire une idée plus ou moins précise sur les richesses d'un parc national qui avoisine les 500 000 km² et dont le patrimoine, autant naturel que culturel, remonte parfois à plus de 3 milliards d'années. Suivant notre ingénieur au département études et développement du patrimoine national de l'Office national du parc culturel de l'Ahaggar. Nous arrivons au Gueltet d'Efilel. Nous sommes dans une zone humide classée mondialement, c'est la zone d'Efilel, classée depuis 2003. Par son importance dans l'écosystème saharien. L'installation des postes de contrôle et de protection et de contrôle, c'est pour préserver et protéger le patrimoine naturel qui existe dans la région de Filel. Sur le lit de l'Oued, une végétation jusqu'alors insoupçonnée s'offre à nous. La région regorge de plusieurs espèces telles que le laurier rose, l'acacia, le fliou, une menthe sauvage. Ainsi que des herbes goûteuses et odorantes. Aussi des espèces endémiques au parc de l'Ahaggar. Dans la totalité du parc, on a plus de 370 espèces floristiques et plus de 36 espèces de mammifères, c'est de la faune. 176 espèces aviphones. La région d'Efilel caractérisée aussi par la richesse des espèces floristiques aquatiques, comme le tehli, comme la menthe sauvage. Il y a pas mal des espèces. Il y a plus de 30 ou 40 espèces endémiques pour la zone d'Efilel ou même les zones humides au territoire de l'Ahaggar. La riche faune est difficilement observable. Gazelles, hyènes, chacals, renards, ainsi que le mouflon à manchette dont on a retrouvé des traces. Ainsi que le fameux guépard ou amayas comme l'appellent les autochtones. On trouve beaucoup plus des oiseaux migrateurs. Il y a aussi des mammifères, comme les mouflons, les gazelles d'Oras, du guépard, des chacals, de l'hyène, il y a dans la région de l'Ahaggar. Il y a comment dirais-je, plus de 36 espèces de
mammifères qu'on le trouve dans la région. Il y a un protocole entre le parc culturel de la Hagar et le ZSL, c'est le Zoological Search of Londres. C'est un institut britannique spécialisé dans le domaine des recherches des mammifères, des mammifères sauvages en état de disparition. C'est un protocole expérimental qui dure plus de 4 ans. On a exposé plusieurs caméras trappes à travers la région de Tinhagen pour faire capturer le guépard dans cette région. L'Egelte de Filel est un trésor jalousement conservé et visité. Des professeurs venus de Djelfa en sont fascinés. Et voilà, et nous restons au sud et cette fois-ci nous allons aller du côté du Tassili Nadjer. Là on va séjourner ensemble pendant 6 jours. Et oui, et ce sera à travers un ouvrage. Et l'auteur est parmi nous ce matin, Madame Yamina Miri Aït Abdelmalek. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Vous êtes toujours là-bas ou vous êtes là? Je suis toujours un peu là-bas. Toujours un peu là-bas. Toujours. Voilà, en tout cas, on le ressent. Vous avez laissé une bonne partie de vous là-bas, donc au niveau du plateau du Tassili Nadjer. Oui. N'est-ce pas? Effectivement. Voilà, là où vous avez 6 jours, mais ce que je voudrais savoir, c'est que d'abord, donc de par votre parcours, donc vous êtes agronome, vous êtes militante en écologie, il faut le dire. Oui. Beaucoup milité, vous militez toujours pour l'écologie, mais sinon, votre rapport avec le Sud a commencé il y a très très longtemps. Oui. Mais qu'est-ce qui fait la particularité de ce voyage, justement, particulièrement ce voyage? Alors d'abord, merci. Qui lui a valu d'ailleurs un livre. Hein. Comment? Qui lui a valu un livre. Tout à fait. D'abord, merci de m'avoir invitée. Ça me fait très plaisir de parler de cette aventure. C'est vrai que c'était particulier. Je vais au Tassili depuis 2008. Mais le plateau, depuis 2008, j'en rêve. J'en rêve parce que dès qu'on est arrivé, la première fois déjà, on a commencé à nous parler de ce plateau, des merveilles du plateau, des difficultés du plateau. Donc, j'ai vécu avec ça pendant plus de 10 ans. Et à chaque fois, on se disait, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on le fasse. Et puis bon, il y a eu des choses, des circonstances qui ont fait qu'on l'a fait qu'en 2019. Et effectivement, c'était particulier. C'était particulier à tout point de vue. D'abord, la difficulté d'y accéder. Ensuite, il y a eu une expérience humaine. Sur le plan humain, c'était très fort. On était un groupe. C'était la première fois que je faisais ce séjour en groupe. Avant, je le faisais qu'avec mon mari et mes 2 filles. Il y a eu la découverte de ces merveilleuses peintures et gravures rupestres qui sont les plus belles. D'ailleurs, comme je dis, il faut les mériter. Il faut marcher, il faut crapahuter pour les voir. C'est ce qui a valu d'ailleurs la classification du site comme patrimoine mondial. Tout à fait. C'est ce qui a valu la première classification en parc national en 1972. Ça a été les peintures. Ensuite, en parc, en réserve de la biosphère en 1986. Alors, patrimoine mondial de l'humanité classé par l'UNESCO en 82. Et il y en a d'autres, il y a la vallée d'Ehrir qui a été classée zone humide d'importance internationale par la Convention de Ramsar en 2001. Et ensuite, le summum, c'est Parc national du Tassili qui est passé à Parc culturel du Tassili en 2011. Tout ça, rien que pour le Tassili. Rien que pour le Tassili. Et c'est ce qui lui a valu encore une fois ces 6 jours. Alors, ce qui est intéressant dans le livre, c'est que à travers le livre, il y a une terminologie particulière qui est j'ai envie de dire, employée, qui est la terminologie justement en tamahak. Voilà, en tamahak. N'est-ce pas? Oui. Je tenais à le faire parce que je tiens toujours par mes travaux à apporter quelque chose à la région. J'ai commencé à y aller, comme je vous l'ai dit, en 2008, mais tout de suite, j'ai commencé à me dire venir, se promener, manger, discuter, c'est très bien tout ça, mais il faudrait peut-être apporter quelque chose à la région. Et c'est pour cela qu'il y a eu un premier livre, 7 lieux, 7 légendes du Tassili Nadjer. Et celui-là,
Donc, je veux toujours apporter quelque chose à la région, à mes amis, à ma deuxième famille. Je dis toujours à ma deuxième famille du Tassili. Et c'est pour cela que j'ai voulu donner les noms de plantes également en tamahaq. Voilà. Parce que j'ai appris avec eux. Vous parlez un peu de tamahaq? Un petit peu. Voilà, en 6 jours quand même, enfin depuis déjà 2008. En 15 ans presque. En 15 ans presque, Oui. voilà, donc depuis déjà en 2008. Alors, ce que je retenais justement en lisant votre livre, particulièrement dans le préambule, c'est que vous dites dans votre livre que vous ne voulez pas un livre scientifique, mais plutôt raconter, décrire, j'ai envie de décrire, voilà, un petit peu votre séjour. Et pourtant, j'ai envie de dire, en avançant dans la lecture, il y a quand même une invitation à une curiosité plutôt scientifique. Donc là, on découvre en votre compagnie, dans le livre, un petit peu la diversité botanique. Donc, vous faites une halte quand même assez longue sur le cyprès spécifique du Tassili. Le fameux, n'est-ce pas? Le fameux cyprès du Tassili qui m'a fait d'ailleurs rêver quand j'étais étudiante, parce que je suis ingénieure agronome de formation. Oui. Magistère en écologie, et j'en rêvais parce qu'en cours on nous disait le cyprès du Tassili, le cyprès de Duprez, pour bien le nommer, n'existe que sur le plateau du Tassili. Oui. C'est un endémisme, on appelle ça une espèce endémique, et ça me faisait déjà rêver. Je me disais un jour il faudrait que je le voie, ce cyprès. Pourtant, il y a un spécimen, je crois, au niveau de la fac centrale. Tout à fait. Il y a 2 spécimens à la fac centrale. C'est le professeur René Maire qui avait ramené des graines en 1928, quand il a fait son périple au plateau, qu'il les a plantés. Et il y a 2 spécimens à l'INA, dans le petit jardin du département de foresterie. C'est l'ingénieur Mohamed Louchi d'ailleurs qui les a plantés, et ils ont pris. Et il y en a un peu partout, hein. Il y en a dans le Languedoc-Roussillon, je crois qu'il y en a à Montpellier, mais bon, ils sont tous partis du plateau. Alors pour répondre à votre question, parce que je me suis un petit peu dispersée, effectivement au départ, c'était pas un objectif de nommer toutes ces plantes. Mais quand j'ai commencé à écrire ce récit, de par ma formation, automatiquement sur le terrain, d'ailleurs je dis sur le terrain, quand je suis sur le terrain, automatiquement les gens regardent. Moi j'ai toujours un œil, c'est la déformation professionnelle. Et j'aime ça. Donc, et quand j'ai commencé à rédiger le récit, je me suis dit, je peux pas passer à côté du volet botanique. Et bon, c'est vrai qu'il n'a pas un objectif scientifique, ce livre, parce que je voulais qu'il soit à la portée de tout le monde, mais je voulais aussi qu'il titille un peu le lecteur, la lectrice. C'est réussi en tout cas, pour moi. Oui, pour toutes celles et ceux qui voulaient aller un peu plus loin. Je me suis dit, ça va éveiller un peu leur curiosité, et puis je voulais aussi mettre en avant ma profession quand même, et comme j'aime ça, et j'ai noté... j'ai été vérifier les espèces au niveau de l'herbier national. Donc, je voulais aussi qu'il y ait ce volet. Alors, qu'il y ait ce volet, vous avez parlé de déformation professionnelle. Cette déformation professionnelle, vous en parlez dans votre livre, puisque le guide, qui s'appelle Baba, n'est-ce pas? Baba Tanof. Baba, voilà, qui a pu cerner vos intérêts, et à chaque fois, justement, il vous invitait à aller vers la découverte de certains spécimens. Oui, merci beaucoup de me tendre la perche pour parler de cela, parce que je voudrais remercier toute comme j'ai dit, ma famille de Janet, et en particulier les personnes qui nous accompagnent sur le terrain lors de nos séjours. Ce sont des personnes très attentionnées, qui ne parlent pas beaucoup. Hein. Chez eux, le silence est d'or, ça se vérifie. Hein. La parole est d'argent. Hein. Ils ne parlent pas beaucoup, mais ils vous observent, et c'est très rapide. Hein. C'est comme un scan. Ils savent tout de suite, au bout de 24 heures, quels sont vos centres d'intérêt, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Et du coup, Baba a tout de suite vu que je prenais des notes, que je regardais l'hchaouch. Et du coup, tout de suite, le premier jour, dès qu'on est arrivé à Tamarit, le premier bivouac, à peine si j'avais enlevé mes chaussures, on était morts et mortes, parce qu'on avait fait 7 heures entre l'escalade et la marche, c'était 7 heures. J'ai même pas eu le temps d'enlever mes godasses, qui m'a dit « Non, n'enlève pas les chaussures, viens, je vais te montrer quelque chose. » Et il m'a emmené sous le cyprès de Duprez, où vivait Djibrine, Allah yarhamou, le guide et prospecteur de Lot, d'Henri Lot. Oui, Henri Lot, oui. D'Henri Lot. Et donc j'étais toute heureuse de voir ce cyprès, parce que j'ai tellement de choses sur Djibrine, sur les expéditions de Lot, que vraiment ça m'a fait plaisir. Et puis ça m'a touchée qu'il
qu'il découvre tout de suite en moi cette passion. Et pas rien que ça, parce qu'une deuxième fois, il m'a emmené voir l'olivier de la Périne, aussi, qui est endémique aussi du plateau. Et ça aussi, il m'a dit non, viens, suis-moi. Toi, tu t'assois pas. Voilà, alors pendant que nous sommes en train de discuter, il y a beaucoup de photos qui sont en train de défiler. Ce sont justement les photos de votre séjour. Mais ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que votre livre est aussi documenté par des photos. Donc on voit que lorsque vous parlez d'une espèce ou d'une peinture ou gravure particulière, c'est généralement accompagné d'une photo. Oui. J'aurais aimé qu'il y en ait plus, mais pour des raisons financières, on n'a pas pu en mettre plus. Avec l'éditrice d'ailleurs que je salue, Madame Samira Bendris de la maison Ebriz, que je salue au passage, on n'a pas pu mettre plus de photos. Là, on a fait vraiment le maximum. J'aurais voulu qu'il y en ait beaucoup plus. Des plantes. Le maximum, les plus représentatives, on va dire. Oui, j'aurais voulu qu'il y en ait plus parce qu'il y en a. Pour d'autres éditions, probablement. Inch'Allah. Inch'Allah. Il faut me garder. Inch'Allah. En tout cas, ça a commencé. C'est bon, la machine a démarré. Je ne pense pas que ça va s'arrêter. Inch'Allah. Alors, dans votre livre, on ressent encore une fois un petit peu le militantisme, j'ai envie de dire, écologique. Parce que vous avez, on va dire, ce qui vous a interpellé, c'est un petit peu ces coupes répétées, donc pratiquées par les nomades, justement pour récupérer le bois pour se chauffer. Et là, vous avez de suite pensé à l'implication de la population, justement pour ce que vous appelez une éco-gestion durable du parc Tassili. Du parc. Oui, effectivement, vous savez, ça c'est un volet qui est pris en charge ailleurs, sous d'autres cieux. Pour gérer correctement un parc national ou un parc culturel. Effectivement, là, on a affaire à un parc culturel qui est immense. C'est 138 000 km². C'est le premier parc de par sa dimension en Algérie et c'est l'un des, si je ne m'abuse, c'est l'un des plus grands au monde. C'est d'une vastitude, d'une immensité que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes parce que c'est très grand. Et les problèmes se multiplient sur le plateau parce que d'abord, de par son accessibilité qui est difficile, parce que sous d'autres cieux, on aurait trouvé le moyen, par exemple, de planter des espèces d'acacias à croissance rapide pour que les nomades puissent en profiter rapidement et couper le bois sans, parce que bon, les acacias, c'est pas une espèce endémique. Ou alors leur faire parvenir du bois tous les hivers. Mais ça, c'est pas évident. C'est pas évident de par l'accessibilité. Ça, c'est des solutions que je donne qui sont des solutions qui sont appliquées ailleurs. Du coup, quand je suis arrivée sur le plateau, qu'on a descendu l'oued de Tamarit, qui était sec, mais c'est l'oued quand même, on a vu ces cyprès de Duprez mutilés. La plupart, je dis bien la plupart. La plupart étaient mutilés et il y en a même, bon, il n'y a pas de photo dans le livre, mais il y en a, on voit, qui meurent sur pied. On le voit, hein, c'est flagrant. Ils meurent sur pied de par ces mutilations, on appelle ça mutilation d'ailleurs, de par ces mutilations répétées. Mais bon, je ne jette pas la pierre aux nomades, hein, loin de moi parce qu'il faut se mettre aussi à leur place. Effectivement. Les conditions... Et puis il y a toute une éducation qui doit aller avec. Absolument. Les conditions de vie sur le plateau sont très rudes. Nous, on a passé 6 jours, on a eu une petite idée. Les hivers sont très rudes, les étés pareils, le vent est cinglant. C'est des conditions de vie très difficiles. Et vous avez dit une chose tout à fait vraie. Il y a les mentalités, il y a la culture. Il faudrait qu'ils comprennent d'abord que ce cyprès est unique, que... je veux dire, c'est compliqué. C'est complexe, hein, c'est complexe. C'est complexe, donc il y a tout un travail qui doit se faire autour. Il y a tout un travail qui doit se faire autour, un travail profond, un travail au niveau de la gestion du parc, un travail au niveau des volontés politiques, il faut le dire. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur la gestion du parc. Voilà, énormément alors, de choses à dire. Encore une fois, sur la gestion du parc, alors quand on parle donc, du plateau du Tassili Nadjer, on ne peut pas ne pas parler de ses phares. Non. Effectivement. Qu'est-ce que vous voulez dire par ces phares? Alors, qu'est-ce que je veux dire par ces phares? Ce que tout le monde sait de ces phares, c'est le triangle de Bermude de l'Algérie.
Alors écoutez, je vais être franche avec vous. Hein. Je vais vous dire vraiment le fond de ma pensée. J'ai l'habitude d'être franche. Je ne vais pas déroger à la règle. Je n'arrive pas à comprendre actuellement pourquoi cet engouement particulier pour Safar. Je n'arrive pas à comprendre. Parce que j'ai fait 6 jours du plateau. Hein. Je n'ai pas fait tout le plateau qui fait plus de 600 km. Mais sur ces 6 jours, nous avons vu des stations à peinture rupestre, des paysages, des choses extraordinaires dans toutes les stations où on s'est arrêté. Que ce soit Tamarit, que ce soit El Larandaman, que ce soit Enitinen, que ce soit Ejabaran. Magnifique station. Franchement, j'arrive pas à comprendre cette... je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un mythe qui est en train de se construire autour de Safar. Il y a un mythe, effectivement, probablement par rapport à la grandeur, probablement par rapport aux peintures, aux gravures rupestres qu'on y trouve, qu'on ne trouve pas ailleurs. Probablement, vous-même, vous décrivez d'une manière plutôt très spécifique. Oui, je suis un petit peu d'accord, mais pas tout à fait d'accord. Parce qu'il y en a autant des peintures à Ejabaran, par exemple. Il y en a autant. Et elles sont très, très belles aussi. Elles sont magnifiques. Écoutez, vous savez, pour comprendre le sens profond des termes immensité, beauté, merveille, infini, il faut aller au Tassili. Tout simplement. Il faut aller au Tassili. Tout simplement. Je ne vais pas insister sur cette question, mais dans votre livre, vous soulevez aussi une question ou une thématique, j'ai envie de dire, cruciale, à laquelle on ne donne pas forcément de l'importance, mais c'est vraiment la place de la femme, j'ai envie de dire, au néolithique. Donc lorsqu'on parle de gravure de peinture rupestre, je ne sais par quelle magie ou par quel, j'ai envie de dire, subconscient, on pense toujours que ce sont les chasseurs qui ont peint, qui ont fait toutes ces gravures, et pourtant vous posez cette question, et si ces peintures, si ces gravures étaient faites par des femmes? Tout à fait. Merci beaucoup de me poser cette question, de me donner l'occasion de développer cette question qui me tient à cœur. Effectivement, rien ne nous dit que ce ne sont pas des femmes aussi qui ont peint et gravé. Rien ne nous dit. D'ailleurs, je me suis penchée un peu sur cette question sérieusement. J'ai été vers les communications et les écrits de professeur Malika Hachid, et je suis tombée par hasard sur un article d'une éminente chercheure, Carole Fritz, qui parle aussi de cela. Elle parle du paléolithique, mais on peut tout à fait extrapoler au néolithique. Et elle dit « Rien ne nous prouve que ce ne sont pas les femmes qui ont peint et gravé. » Parce que les hommes, à un certain moment, cette question a été débattue, et les hommes ont donné la réponse. Ils ont dit, enfin quand je dis les hommes, je dis les archéologues, préhistoriens, etc., pour défendre un peu, j'allais dire, leur croûte. Ils ont dit, ah ben non, la femme ne pouvait pas, c'est pas possible, elle ne pouvait pas peindre parce qu'elle ne chassait pas, donc elle ne connaissait pas aussi bien la morphologie des animaux. Alors Carole Fritz et Malika Hachid ont dit non, faux et faux, parce qu'il est prouvé par les peintures que la femme dépeçait et chassait. Dernièrement, on a prouvé que la femme chassait également, qu'elle avait une constitution physique qui n'est pas la nôtre actuellement, qu'elle était beaucoup plus forte, beaucoup plus musclée de par son mode de vie. Et donc, elle chassait, elle dépeçait. Et Malika Hachid le dit dans ses communications, elle dit même qu'elle tenait le bâton, c'est-à-dire qu'elle présidait certaines réunions, etc., qu'elle recevait les autres, que c'est un monde extraordinaire. Effectivement, effectivement. C'est un monde extraordinaire, on n'en finit pas. En tout cas, là, on me dit qu'on n'a plus le temps. C'est passé très vite, mais il y a quelque chose quand même à laquelle je tiens, parce que j'ai dû lire, excusez-moi, ce paragraphe 2 ou 3 fois. J'ai dû le lire 2 ou 3 fois. Il est à la page 41 si jamais vous avez le livre. Et si vous me permettez, je vais le lire. Bien sûr. Parce qu'on parle du Tassili, on parle de tous ces endroits, j'ai envie de dire, parce que c'est féerique, mais à côté, on leur fait beaucoup de mal sans se rendre compte. Tout à fait. Et vous tirez la sonnette d'alarme, j'ai envie de dire, dans votre livre. Et là, je tenais à lire. Merci. Donc, ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits quelque part. Cependant,
C'est cependant qui va tout bouleverser finalement. Donc cependant, une fissure profonde dans la roche me ramène brutalement à la réalité et fait instantanément disparaître la magie de l'eau. Elle est pleine de détritus en tout genre, mais surtout de bouteilles en plastique et de boîtes de conserve qui mettront respectivement de 10 à 100 ans et de 100 à 1000 ans à se dégrader. Le tableau est laid et le constat amer. Même le Tassili n'est pas épargné par l'incivisme. Les premiers hommes auront, c'est ce qui m'a interpellé le plus, les premiers hommes auront laissé des œuvres d'art et nous ne laisserons des déchets de notre civilisation, les traces de notre savoir-faire en matière de pollution. Voilà, donc là c'est une sonnette d'alarme que vous tirez encore une fois à travers votre livre. Bah, écoutez, je vous dis merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Allez-y, je vous en prie. 2 secondes. Deuxième sonnette d'alarme, c'est les graffitis qu'on laisse sur les peintures et les gravures, et même on en enlève même, j'en bégaye. On en enlève, d'ailleurs là je tenais à mettre une photo, ça c'est terrible. Voilà. Ça pourrait faire l'office d'un autre débat. En tout cas, on vous souhaite une très belle continuation. Inch'Allah, d'autres ouvrages, probablement. On pourra découvrir d'autres photos, d'autres stations en votre compagnie. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Yamina Miri Aït Abdelmalek, donc vous êtes auteur, vous êtes ingénieur agronome et vous êtes militante en écologie. Et Tenmirt Houlan Houlan. Qui veut dire merci beaucoup. À ma deuxième famille de Janet. Je dis comment de rien. J'ai oublié. Bon alors, en tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir parmi nous ce matin. Merci beaucoup. Infiniment. Et voilà, merci à vous. Et merci on continue, nous allons nous retrouver dans un pour la dernière station de cette matinée. Mais avant cela, nous allons aller encore une fois à Tam. Et cette fois-ci, ce sera dans le village de Tit et ce sera en compagnie de Samira Hadjamara tout de suite. De perfection, océan d'abondance, cela pourrait être l'éternité, cela pourrait être le paradis. L'homme se surprend à rêver de Sahara, de silence. Il s'interroge sur son passé, sur son histoire, transcrite sur cette terre. Nous sommes à Tit, ou RM, une station de gravure rupestre, à une quarantaine de kilomètres de Tamanrasset. Une halte sur ces rochers, dont la forme surprend, fascine, avec des transcriptions libyques, du tifinagh, des mots d'amour, ou peut-être des mots qu'un poète inspiré par la lumière aurait écrits. Il aurait dit, à l'heure bleue où nos peurs dans l'horizon se fondent, et voilà, c'était donc un reportage de Samira Hadjamar qui nous a du côté de Tit au niveau de Tamanrasset. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser au sport et au sport extrême, particulièrement le champion de Half Ironman parmi nous ce matin, Hicham Ben Atman. Hicham, sabah al-khair, marhaba bik. Bonjour à vous. Ça va, vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Reposé? Oui. Depuis le 26 février? Oui, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et merci pour l'invitation. Marhaba bik, Hicham. Alors Hicham, vous êtes le champion donc de ce triathlon qui s'est déroulé le 26 avril dernier. Donc parlez-nous un petit peu de votre participation à ce triathlon et surtout les disciplines auxquelles vous avez participé. D'accord. Tout d'abord, le triathlon, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi le triathlon, c'est un enchaînement de 3 sports. On commence par la natation, vélo, après course à pied. Pour la participation, c'était bien organisé. Bon, pour moi, pour le Half Ironman, j'ai fait 1,9 km de natation, 90 km vélo et un semi-marathon dans la moitié dans les dunes. Je suis à natation. D'accord.
12 degrés. 12 degrés, oui. 12 degrés. Et L'eau une eau était à 12 glaciale, degrés. oui, une eau glaciale. Comme le disait Mina Abd, notre collègue ce matin, وعلاش عليك هاد العذاب. C'est notre passion. C'est une passion, Oui, effectivement. C'est une passion. Après, les répercussions sur la santé, il faut dire qu'elles sont très positives. Oui. Alors, parlez-nous un petit peu de la préparation physique, parce qu'il faut dire que cette discipline est considérée comme une discipline de sport extrême. Donc, parlez-nous un petit peu de toute la préparation physique pour pouvoir donc participer à ce triathlon. C'est un sport très exigeant. D'ailleurs, on s'entraîne 7 sur 7. Il n'y a pas des jours de, oui, il y a pas des jours de repos. On s'entraîne 2 fois par jour. On nage tous les jours, oui. On nage tous les jours, soit le matin, soit le soir. Et après, on accompagne avec un deuxième entraînement, soit en cours, soit des sorties vélo de 2 heures, 3 heures. Et des fois, il y a des entraînements qui s'enchaînent. Par exemple, on nage, après, on sort directement faire du vélo, soit on fait du vélo, après on enchaîne course à pied. C'est vraiment très difficile. C'est très difficile, effectivement. Mais c'est encore une fois, comme vous l'avez si bien dit, c'est la passion qui prime, parce que c'est ce qui vous amène à aller de l'avant. Donc, lorsque vous faites vos entraînements, donc est-ce que ça se fait un peu dans les mêmes conditions, on va dire, que la compétition? Pas dans les mêmes conditions, forcément. On fait généralement, c'est plus intense. C'est plus intense qu'en compétition pour que notre corps s'habitue à cet effort intense. Oui. Du coup, c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, Hicham, vous avez 24 ans et vous êtes le champion sur 40 athlètes. Oui, effectivement, c'était 20 étrangers et 25 athlètes algériens. Alhamdoulilah, grâce à les entraînements et à mon entraîneur Abdullah Mahour Bacha, qu'on a travaillé dur pendant une longue période, j'ai pu gagner cette épreuve. Ah ben voilà, on vous souhaite, on vous dit en tout cas félicitations encore une fois pour cette belle distinction. Mais sinon, ça a été votre première participation? Non, c'était pas ma première. D'abord, je ne savais même pas que ce sport existait. C'est grâce à une association sportive, Bouchaïa Athletic Club, que j'ai été membre avec, que j'ai pu connaître cette discipline parce qu'ils organisent souvent des compétitions en course à pied. Ils ont organisé un triathlon en 2019 à Tipaza, à la plage qu'on en a à Abbas. C'était aussi dur que ce? Non, c'était pas la même distance. C'était un sprint, on nageait 750 mètres, et 20 km vélo et 5 km de course à pied. D'ailleurs, il y en a plusieurs distances dans le triathlon. Il y a le sprint, c'est 750 mètres de natation, 20 km vélo et 5 km course à pied. Et on a aussi une distance olympique, c'est 1005 de natation, 40 km vélo et 10 km. Et on a un Ironman, c'est le plus... C'est Ironman. C'est Ironman, voilà. C'est 3,8 km de natation et 180 km vélo et un marathon, 42 km. C'est ce que vous avez fait? Non, moi j'ai fait le half. Le half, voilà. Oui, vous avez fait le half, effectivement. Le half, Ironman. on a nagé 2 km de 100 et on a fait 86 km vélo et 23 km de course à pied, dont 10 km dans le sable. C'était très difficile dans les 2 nuits. C'était très difficile. Mais ça muscle bien. Oui. C'était pour mon avis personnel, c'était la partie qui a rendu ce triathlon extrême. C'était vraiment la partie la plus difficile. Donc pour vous, c'était la partie la plus difficile? Oui, c'était la partie la plus difficile. Moi, je pensais que c'était nager à 12 degrés, mais bon. Non, ça va. Pour la natation, ça va. Mais bon, la natation, ça va. C'est vrai qu'après, on est en pleine action, on fait beaucoup d'efforts, donc automatiquement, on ne ressent pas forcément le froid. Oui, d'ailleurs, on est protégé par des combinaisons néoprène. Et on a aussi des cagoules. On voit d'ailleurs des photos qui défilent. Et on a aussi des cagoules pour se protéger du froid. Donc, il n'était pas vraiment trop froid. Et puis l'objectif, et puis on est beaucoup plus focalisé sur l'objectif. Oui, bien sûr. Donc après, les conditions, on ne fait pas forcément cas. Des projets dans ce sens? Oui, Inch'Allah, je veux faire une performance l'année prochaine dans les Jeux africains 2023 Zimbabwe. Et pourquoi pas aussi les Jeux Med de la plage. Il y a d'autres disciplines comme l'aquathlon, le duathlon. Inch'Allah, c'est mes objectifs à court terme.
Et on travaille beaucoup pour ça. Oui, oui. N'est-ce pas? Oui. On travaille bien, on vous souhaite une très belle continuation. Merci. Beaucoup de Merci réussite, beaucoup. Inch'Allah. Merci. Donc on rappelle, vous n'avez que 24 ans Oui. et vous êtes champion donc, de ce half. Oui. Le half Ironman. Inch'Allah pour le Ironman. Inch'Allah, On se pourquoi prépare pas. pour. Oui, pourquoi pas. Prochainement. Merci beaucoup. Donc Merci. je rappelle, Hicham Ben Atman, vous êtes athlète et vous êtes le champion de ce half Ironman. Merci encore une fois à vous. Nous arrivons à la fin de notre émission. Avant juste de vous quitter, une petite dédicace à Kartout Alice, c'est ses grands-parents, c'est son papa qui lui souhaite un joyeux anniversaire. Elle souffle sa 3e bougie. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci infiniment de nous avoir suivis. On vous souhaite une très agréable journée à tous. Je vous retrouve avec très grand plaisir dès demain à partir de 9h. Au revoir.